Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Whiz Critique, une émission où on critique en buvant du whisky. Santé. Il va être question aujourd'hui de Mother, avec un point d'exclamation, s'il vous plaît. Attention. Et une minuscule à Mother. On en reparlera plus tard. C'est très important. Il y a une raison à Comme cette des minuscule. tailles. Le dernier film de Darren Aronofsky, qui nous a habitués à pas mal de très bons films. Des très bons films qui tournent autour de l'obsession et de la religion en général. Et celui-là n'y échappe pas vu que c'est un thriller psychologique apocalyptique qui tourne comme une salade de fruits qui serait composée de Black Swan et de The Fountain, un petit peu un mélange de tout ça, où on va retrouver comme thèmes principaux l'art, la religion, le don de soi, la relation aussi, les questionnements autour d'une relation d'un couple, tout ça, les relations humaines, qui est un thème qui tient beaucoup au réalisateur, la relation humaine et aussi les valeurs humaines pour ce réalisateur. Et on peut pas parler de Darren Aronofsky sans parler aussi de Requiem for a Dream. Requiem for a Qui Dream. est au moins... c'est un de ces deux films qui a eu le plus grand succès avec Black Swan, je pense. Voilà. Donc, pour commencer, on va commencer par l'avis général. Alors, l'avis général. Qu'as-tu pensé de ce film ? Moi, j'ai adoré ce film. Parce que moi, quand on me donne un film complexe, bourré de symbolisme, de petits détails qui te font faire ce geste dans un cinéma, ce petit geste de grattage de barbe alors qu'il n'y en a pas, là, ça commence à me titiller. Là j'ai envie d'en parler, de l'analyser, tout ça. Et là, il y a eu du travail. On sent qu'il y a eu un gros travail sur ce film et qu'on ne prend pas pour des nouilles. J'accuse. C'est sûr, c'est un film qui te retourne le cerveau, ça c'est clair. Ouais, on est habitué avec ce réalisateur. Voilà, c'est un réalisateur qui est, comme on l'a dit, obsédé par l'obsession. Obsédé par l'obsession. L'obsession, c'est le thème qui revient dans tous ses films, quasiment. Et c'est vraiment, voilà. C'est un film qui prend en tripes et il nous habitue à des films, donc on retrouve dans ce film un film sensoriel et visuel, vraiment il attrape le spectateur et il le lâche pas jusqu'à la fin. Vraiment, c'est... Même si on n'aime pas ce réalisateur, allez voir ce film, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on vous conseille clairement d'aller voir ce film parce que c'est un moment de cinéma, d'émotion et d'humanité. Après, on parlera plus tard de cette humanité. Quelle part de l'humanité Voilà. c'est un peu complexe parce que ce film est très complexe. Quand on est sorti de la salle, on était... Est-ce qu'on peut refaire la tête qu'on a fait à la fin du film ? On va refaire la tête de fin du film. C'est à peu près ça. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà. Et encore, je me suis vraiment arraché des cheveux, c'est une perruque. La fin aussi retourne le cerveau, voilà, sans spoiler une fois de plus. Moi, ce que j'en ai pensé, c'est que c'est de la bombe. C'est de la grosse bombe. Je pense que ça frôle le chef-d'œuvre. Je sais pas si j'ose dire que c'est un chef-d'œuvre. J'ose le dire, j'accuse. Je sais pas si j'ose le dire. Comme dirait Damien Salès, j'accuse. C'est du très grand cinéma. Il nous surprend, comme d'habitude. Ce réalisateur, on va voir quelque chose et c'est original et il y a toujours une surprise dedans. Il y a des choses, on s'y attend pas. Bon, quelques points, on va s'y attendre, on en parlera plus tard, dans la partie spoilers. Donc, on va commencer à rentrer un peu dans le film sans spoiler, en parlant, premièrement, des acteurs. Des acteurs du film. Il y a Jennifer Lawrence qui a le rôle principal aux côtés de Javier Bardem. Je le prononce à l'espagnol parce que j'ai des origines. Javier Bardem. Qui sont excellents tous les deux dans ce film. Dans leurs rôles qui sont très opposés, mais vraiment qui se complètent super bien. Les deux acteurs brillent à l'écran. Ouais, si je peux ajouter mon avis à ça, j'avais jamais vu Javier Bardem. Je sais pas comment le dire. Voilà. J'avais jamais vu cet acteur jouer dans un film. Il joue très bien. Jennifer Lawrence, je l'avais déjà vu peut-être que c'est parce que les films étaient pas très bons là-bas. Je l'ai vu dans X-Men, Hunger Games, et pour moi elle était assez... Tu vas te faire des ennemis. Moi je la trouvais avant ce film, j'ai trouvé son jeu insipide. Voilà. En fait, le personnage, ça lui va bien parce que le personnage est insipide en lui-même. C'est un personnage virginal et pur. C'est un rôle qui lui va à merveille. C'est un personnage virginal et pur. Et Javier Bardem, c'est un artiste brut et vraiment
puissant. C'est vraiment le taureau espagnol, Javier Bardem. Et là, ça lui va bien, ce genre de rôle d'homme incontrôlable et vénéré. Ouais. La première chose que je me suis dit à la première scène du film, c'est comment un film qui nous montre dès la première scène les tétons de Jennifer Lawrence va pouvoir être bien. Eh bien, il est bien, les amis. C'est un exploit quand même. Et comme autre acteur, on trouve Michel Pfeiffer. Michel Pfeiffer. Je ne sais pas comment prononcer son nom, ne vous foutez pas de ma gueule. Et Ed Harris, un brillant acteur qu'on retrouve dans Westworld, qui a fait ses la série, Westworld. Récemment, parce qu'il est dans beaucoup d'autres films, Oui. qui joue l'homme en noir, et là qui est Oui. toujours en noir. Cet homme aime le noir. Ces 4 acteurs jouent très bien, je pense qu'on peut le dire. Ouais, ils forment un vrai quatuor de génie. Dans ce crescendo visuel que nous offre le réalisateur, parce que il aime les crescendo, lui. Il aime quand ça commence doucement, comme ça, et puis tout. C'est en ça que ça fait penser avec Requiem for a Dream. Black Swan aussi. Black Swan ça aussi. Commence, on danse doucement, et puis après je pense que Black Swan, c'est le film qui ressemble le plus à MOBA. Ouais. Le film du réalisateur. En ajoutant le côté religieux. Voilà, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on peut le voir de 2 façons. Ah oui, toute la première partie va vous induire en erreur. On ne spoil pas, mais on part dans quelque chose qui est totalement faux plus tard, ou une part de faux. C'est là qu'est le génie dans ce film. C'est qu'on veut nous faire croire que c'est un film sur un sujet, alors qu'en fait, c'est sur un autre. C'est ça qui est intéressant. Ouais. On va se perdre vraiment dans tout ce symbolisme qui est complexe et multiple, et ça, c'est ce qui va vraiment être intéressant dans le film. Donc, vraiment, allez-y. Allez le voir, ouais. On vous le conseille vraiment. C'est qu'on aime le côté religieux, psychologique ou pas, ça touche le côté humain. C'est ça, le religieux et le psychologique, ça touche, quoi qu'on en dise. Qu'on soit athée ou qu'on n'ait pas de cerveau, ça touchera. Je vais quand même mettre un petit bémol. Parce que je suis un connard. Ouais. Oui. Bonsoir. Pour qu'un film soit parfait, pour moi, il faut que le réalisateur arrive à nous faire ressentir toutes les émotions qui existent. Et là, j'en ai ressenti principalement une, c'est le dégoût. Après, il y a aussi de la peur, de la colère. En fait, il y a un écœurement qui ressort tout ce film, qui joue avec nos peurs, nos péchés et nos interdits, qui va nous rendre tout le film très éprouvant. Il est éprouvant, c'est-à-dire que à un moment, on est là, on a le cœur qui bat fort, on a un stress qui s'installe, et il n'y a jamais une note de positif, en fait. Voilà, les 2 émotions que j'ai pas ressenties en regardant ce film, c'est la tristesse et la joie. Alors, si vous êtes des gros dépressifs comme nous, ça va, ça passe, on adore, on se nourrit de négatif dans ce film, mais pour certains, ça peut être très éprouvant. En sortant de la salle, j'ai vu dans le public des gens qui n'étaient pas très bien à la sortie. Oui. D'ailleurs, on en parle dans les médias un peu pour faire de la pub. C'est le dégoût, mais voilà. c'est pas ça va toucher à des points assez sensibles. Voilà. On en reparlera plus tard. Pourquoi j'ai pas ressenti cette tristesse ni cette joie, on en reparlera plus tard. Quelque chose d'intéressant, par contre, c'est que dans ce film, on peut voir les 7 péchés capitaux si on cherche bien. Oui, mais ça, nous allons y venir dans la partie spoilers qui arrive juste maintenant, après ce petit interlude d'une seconde. Et nous revoilà pour cette deuxième partie spoilers, où nous allons nous plonger dans le psychisme des personnages et nous plonger également dans les textes bibliques. C'est chelou, toi. Ouais. Jennifer Lawrence et Javier Bardem forment un couple qui a l'air de s'aimer, en tout cas. Qui a l'air de s'aimer. Qui habite une maison à la campagne, qui sont en train de retaper. Lui est un poète et elle, bon, je sais pas trop ce qu'elle fout. Voilà. Et tout à coup, des inconnus débarquent chez eux. Des inconnus qui sont fans du travail de son mari, qui est poète. Donc. Et c'est à partir de là que ça va partir un petit peu en couille. J'ai fait le mime. Pour tout. Les gens qui ne peuvent pas nous entendre, mais qui sont là dans nos cœurs. Alors, le génie de ce film, c'est qu'il y a une grosse induction en erreur durant toute la première partie qui doit durer 1 heure, où on pense que tout tourne autour de l'agoraphobie de Jennifer Lawrence, ce personnage virginal habillé dans un sale plat pareil, c'est-à-dire petit pyjama, petit peignoir.
elle est toute simplette, elle ouvre pas trop sa bouche, elle aime son mari, elle est bien dans Elle est son petit monde. transparente. Voilà, ça. complètement transparente dans tous les Dans sens tous du les terme, sens du messieurs. Donc, ça commence par cette interprétation qu'on pourrait nommer de psychotique, psychologique, donc une interprétation qu'on va qualifier, nous, d'obsessionnelle et de plus réaliste, dont on parlera après, et la deuxième interprétation qui arrive plus tard, avec tous ces événements déclenchés par ces deux individus, ces deux arrivants qu'on va nommer une interprétation biblique qui a un lien avec la religion. On sait que ce réalisateur aime beaucoup la religion chrétienne, le christianisme. Et il y a beaucoup de références dans tous ses films. Là, il y en a énormément. Ouais. Peut-être celui qui est le plus... À part Noé, peut-être. Oui. Noé, on est carrément dans la Bible avec des choses fictives. Le problème avec aussi. cette interprétation biblique, c'est que elle a déjà été faite par ce réalisateur. C'est ça. Au final, l'interprétation obsessionnelle aussi, mais il y a des choses en plus qui n'ont pas été faites. C'est pour ça que là, on dirait qu'il s'est lâché. Là, il a mis toutes ses obsessions, toutes ses... Comment dire, toutes ses idéologies, tout ce qu'il vénère, il l'a mis dans son film. Il a mis tout ce qu'il aimait et ça se sent. Qu'il aime ce qu'il fait dans son film. Ça se sent que c'est toi. Donc, merci. On commence par l'interprétation biblique. L'interprétation biblique. Donc l'interprétation biblique, ça consiste à penser que, en gros, cette maison, c'est le jardin d'Éden. Car Jennifer Lawrence le souligne bien en disant « Cette maison est le paradis. » J'ai envie d'en faire un paradis. J'ai envie d'en faire un paradis. Cette Jennifer Lawrence, c'est vraiment la symbolisation de la mer, de la terre en elle-même, la terre, la planète, et de la Vierge Marie, parce que ce personnage est très virginal, très pur, très divin. Et Javier Bardem, lui, c'est vraiment une divinité, un créateur. Un créateur, c'est un poète, il crée ses poèmes comme Dieu créerait ses commandements, comme Dieu créait Adam et Ève. Donc, Adam et Ève qui sont ses fans, quelque part, voilà. D'ailleurs, Adam arrive avant Ève, bizarrement, comme dans le Nouveau Testament. Ce film, au final, c'est le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, voilà. C'est la Bible. Adam arrive en premier et Ève est créée à partir d'Adam. Donc, quelque part, elle est créée à partir de l'amour qu'elle a pour cet Adam. Le personnage d'Ed Harris arrive en premier. Il est suivi par la femme, un peu plus tard. Donc, ce personnage arrive. Et ils vont mettre il adule le créateur. Voilà, ils adulent ce créateur qui est Javier Bardem, ce poète. Et ces deux personnages vont mettre une certaine touche humaine dans ce paradis d'Éden qui était composé uniquement de nature et de pureté. Ça commence, voilà, ce réalisateur, ça commence toujours très légèrement, puis ça monte à crescendo. Ça commence par une simple clope, puis une culotte en dentelle, donc la culotte en dentelle, puis carrément une scène de baise, quoi. Oui. Voilà, de la sexualité aussi qui rentre dans cette maison qui n'y était pas. Et ce qui va tout troubler, c'est quand Adam et Ève vont rentrer dans la salle des connaissances, l'arbre des connaissances dans la Bible. Croquer la pomme. Et croquer la pomme, c'est-à-dire qu'ils vont dans l'atelier du poète, là où Javier Bardem écrit ses poèmes, et ils vont casser son cristal, c'est l'objet le plus précieux qu'a le poète, et on pourrait la comparer à cette pomme qu'ils vont croquer, et donc à partir de là, Javier Bardem est dans une fureur noire, il les interdit de rentrer dans la pièce, et c'est à partir de là qu'il va douter de sa création, qui sont ses fans, ses humains, Adam et Ève, et qu'il va vouloir les chasser de chez lui. Puis deux nouveaux arrivants qui sont... comment on pourrait les appeler c'est Abel et je sais pas quels sont les noms officiels dans l'Ancien Testament. Je sais pas exactement, je crois que je me souviens plus. Il y en a un qui s'appelle Abel, l'autre je ne sais plus, et c'est eux qui vont instaurer le meurtre dans la maison, le premier meurtre. Et donc on voit vraiment tous ces péchés qui rentrent dans cette maison petit à petit, parce que je crois qu'on peut en parler maintenant, les 7 péchés capitaux dans cette maison. Oui, c'est vrai que tous les péchés capitaux sont présents quand on y réfléchit bien. La colère, c'est Javier Bardem, donc la colère de... Cette scène où un des deux frères tue l'autre. Par colère, voilà. Cette scène est vraiment intense. Moi, j'étais vraiment pas bien au cinéma. Ah oui, on était vraiment pas bien. Cette scène, voilà, c'est vraiment la colère qui ressort.
à la fois l'avarice, puisque c'est pour une histoire d'argent qu'ils se disputent. L'avarice. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'orgueil. Qu'est-ce que ce serait l'orgueil dans ce film? C'est le créateur. C'est Javier Bardem. La gourmandise, ça peut également être représenté par lui. Oui, la gourmandise, ça peut être représenté par plusieurs choses. La luxure, par ce couple qui vient instaurer la sexualité dans cette maison. L'envie de luxure des deux personnages principaux qui flottent et pourtant... L'envie, c'est également le désir d'être mère pour Jennifer Lawrence. Qui, on en reparlera plus tard, est-ce qu'elle en a vraiment envie? Ça, c'est dans la deuxième interprétation. Il y a également la paresse dans ce film. La paresse qui peut être représentée à la fois par Javier Bardem, qui n'a aucune envie de faire l'amour à sa femme, mais également de réconforter sa femme. Qui, au fond, on sent qu'elle n'a pas envie de faire d'efforts pour lui. Que ce soit physique ou aller vers lui au niveau sexuel, par exemple, pour séduire son mari. Donc, toutes ces références encouragent encore plus l'interprétation biblique de ce film. L'inspiration de Javier Bardem, du poète, vient quand Jennifer Lawrence lui annonce qu'elle est enceinte. C'est vraiment l'inspiration du père fondateur de Dieu qui va se mettre à écrire ces poèmes qui pourraient être interprétés par les tables de la loi, donc le Nouveau Testament, qui va lui valoir une nouvelle adulation, c'est-à-dire beaucoup de fans qui vont arriver dans sa maison, qui veulent vraiment connaître cette nouvelle religion, qui vont adhérer à cette religion qui sont ses poèmes. Et c'est là que Jennifer Lawrence, notre Sainte Marie, va ressombrer et va subir ce qu'a subi Marie, c'est-à-dire tous ces questionnements face à l'humanité, toute cette violence, tout cet amour finalement qu'elle perd, parce que l'enfant Jésus naît. Et c'est à ce moment-là qu'elle a cet enfant et qu'on voit vraiment le regard de Javier Bardem qui est là, en dehors Dieu qui regarde la Vierge Marie et qui lui dit « Donne-moi cet enfant, je vais le donner aux hommes. » Voilà. Et qui l'offre aux hommes. Il offre aux hommes cet enfant. Toute l'idéologie de ce poète, c'est de partager avec ceux qui viennent dans cette maison. Il est tout le temps obsédé par l'idée de faire venir des gens dans cette maison pour partager. C'est quelque part ses apôtres, ses fidèles, et il offre carrément son fils, qui est donc la métaphore de Jésus, à ses fidèles. Qui va finir sacrifié par ses fidèles, qui l'adulent. Tout comme Jésus. Et qui le tuent. Et on voit le désespoir de Marie, qui voit que tous ses fidèles qui dévorent son fils, ça rentre dans du cannibalisme. Il dévore son fils pour avoir une relique quelque part de Jésus, c'est la question de la corps du Christ. Et on voit bien, je sais plus si c'est Javier Bardem qui lui dit de leur pardonner, de leur demander de leur pardonner. Oui, je pense tout le temps le pardon. Il faut leur pardonner, ça c'est un peu ce que Jésus disait, il disait pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça, c'est le réalisateur questionne encore sur les valeurs humaines, c'est ça. Le problème avec cette interprétation, c'est que même la fin, on peut l'interpréter comme étant le déluge. C'est-à-dire que la fin, le renouveau, oui. Voilà, c'est l'explosion de la maison et le cycle recommence avec une nouvelle génération d'humains. La maison passe d'Éden à enfer à fin du monde, c'est ça en fait. Moi, ce qui me gêne avec cette interprétation, c'est qu'il nous l'a déjà faite. Il nous l'a déjà faite dans Noé. C'est ça. Voilà. Il reste dans le biblique depuis son dernier film. Quel est l'intérêt de réécrire la Bible en la rendant plus moderne? Moi, je pense que l'intérêt, c'est qu'il a voulu mêler cette interprétation biblique à une autre, dont on va parler maintenant. Voilà. Donc voilà, je pense que ces deux interprétations sont mêlées. C'est-à-dire mêler le métaphorique, le biblique, à quelque chose de réel qui pourrait être la psychose, la maladie mentale, la relation humaine réelle, ancrée, c'est-à-dire la rencontre entre une agoraphobe qui n'a pas de confiance en elle, qui est vraiment qui s'efface, qui cherche à être dans l'amour de l'autre, et face à un pervers narcissique vraiment égocentrique. Et ces deux rencontres vont donner un peu ce qu'a donné la relation de Dieu et de Marie quelque part. Donc ça, c'est l'interprétation obsessionnelle. La deuxième interprétation. C'est ça, voilà. Mais pour moi, je suis pas convaincu qu'elle soit agoraphobe. Oui, voilà, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire au début. Voilà. Tout ce film veut nous faire croire qu'en fait, elle est malade. Mais c'est son monde, c'est son psychisme. Mais je suis pas sûr que ce soit celle des deux qui est la plus malade. Pour moi, c'est lui.
Mm. C'est lui qui est un pervers narcissique qui, dans cette interprétation, choisit ses proies, des femmes faibles, et les rend malades. Voilà, il Les rend profite des malades. femmes en fait. Ouais. D'ailleurs, le début du film commence... Moi, j'ai cru que le début du film, c'était la fin, mais j'ai un doute. Il me semble qu'au début du film, c'est pas Jennifer Lawrence qu'on voit. Ce serait logique quelque part parce qu'à la fin, ce n'est plus la même fille. Et en aussi. fait, c'est la fille d'avant. C'est-à-dire que ce gars enchaîne les conquêtes et reproduit exactement le même schéma avec toutes ces femmes. Et à chaque fois, il garde en souvenir ce cœur en cristal des autres femmes. Et d'ailleurs, quand il se brise, ce serait un peu je sais pas, ce serait peut-être qu'il oublie son ex-femme, j'en sais rien, et que du coup, lui revient son inspiration. Et qui va chercher l'amour ailleurs aussi. Voilà. Il va chercher à avoir le cœur de quelqu'un d'autre. Après, il faut pas oublier que ce film s'appelle Mother, et donc, ce qu'il veut nous faire croire, en tout cas, je sais pas si c'était son intention au départ, mais c'est de nous raconter l'histoire d'une femme qui veut être enceinte. Et je pense au final qu'elle veut pas être enceinte. C'est juste lui qui veut des enfants. Oui, parce qu'elle dit, à un moment, elle le dit, quand le personnage de Michel Pfeiffer. J'arrive jamais. Dit, est-ce que vous souhaitez des enfants? Jennifer Lawrence réplique, je finis la maison d'abord, il faut qu'elle soit prête. Et comme cette maison la représente elle. La maison, dans sa interprétation, c'est elle. Ce serait elle. C'est son corps. Et la maison n'est pas prête, c'est-à-dire qu'elle hésite sans arrêt, elle change la peinture, elle sait pas exactement quelle peinture faire, elle dit est-ce qu'il faut la marron, est-ce qu'il faut la verte, elle sait pas trop où elle en est elle, et même tous les objets sont fragiles, quand une personne touche un objet, elle le supporte pas, elle supporte pas d'être touchée, elle supporte pas qu'on change les objets de place, elle est maniaque dans sa maison. Il faut pas qu'on touche son être parce qu'elle est trop fragile pour ça. Et donc elle peut pas être enceinte pour elle parce qu'elle a pas confiance, mais elle voit que l'homme qu'elle aime a un besoin de création et elle est pas prête à créer pour lui en fait. Pour moi, elle a pas du tout envie d'être enceinte. Et du coup, dans son esprit, donc dans cette maison, il y a plein d'éléments qui rappellent le fait d'être enceinte. Par exemple, quand Ed Harris arrive, cette première intrusion, et également toutes les autres, ça veut dire que au final, elle ne souhaite pas cette intrusion. Et la naissance, pour elle, c'est une intrusion. Elle ne souhaite pas cette intrusion, et quand cette intrusion arrive, il veut fumer à l'intérieur. Est-ce que ce serait pas une métaphore aussi du fait que quand on est enceinte, on peut pas fumer? L'alcool aussi, qu'elle ne supporte pas trop. Et... Santé Jennifer. Santé Jennifer. Gillo, comment t'appelles? Gigi. Dans le comté. Gigi Amoroso. Du coup, Ed Harris se met la race avec Javier Bardem. Ils finissent complètement torchés. Et Ed Harris quiche comme une grosse merde dans les toilettes. Comme un gros caca. Voilà, est-ce que ça rappellerait pas un petit peu les nausées qu'on a quand on est enceinte? Et comme par hasard, ce personnage se retrouve plus tard lui aussi endeuillé et perd un fils. Et il y a une scène où il y a un capharnaüm gigantesque dans la maison, dans la pièce. Et le seul regard que Jennifer Lawrence trouve, c'est ce regard du père endeuillé. Comme si ces deux personnages étaient un peu... se retrouver quelque part dans leur deuil. Je pense que c'est des alter ego au final, ces deux personnages. Ils se ressemblent ces deux personnages. Ils vont mourir tous les deux, quelque part aussi. Oui. Ils vont avoir une mort, un deuil, une mort, et ils sont tous les deux amoureux de Javier Bardem aussi quelque part. L'autre par son fanatisme et elle par son amour pur. Oui. Et d'ailleurs, en parlant de ça, pour montrer à quel point elle est en soumission et en amour total, en don de soi pour Javier Bardem, c'est que elle lui dit à un moment, elle dit à Michel Pfeiffer, c'est sa maison à lui, c'est-à-dire qu'elle lui dit en clair, vu que la maison la représente elle, ça veut dire je lui appartiens. Voilà, je lui appartiens totalement. Voilà. Elle ne vit pas par elle-même, elle vit pour lui, dans ses yeux. Je reviens à cette scène de la dispute où le frère tue l'autre. C'est vraiment une scène qui est intéressante parce que pour moi, bon, ça va peut-être un peu loin, mais pour moi, ça pourrait représenter une fausse couche. C'est peut-être la métaphore d'une fausse couche. De cette C'est-à-dire que voilà, énigmatique. Le frère tue l'autre frère. Il y a une tache de sang sur le sol qui forme étrangement un vagin. Voilà. Ça coule, ça troue le plancher. Ça va dans la cave. Et ces taches de sang vont venir un petit peu faire fondre le mur, un peu comme de l'acide, faire fondre le mur, et Jennifer Lawrence va ainsi découvrir une cave. Et pour moi, cette cave représenterait la personne que Jennifer Lawrence était avant de connaître Javier Bardem. Et la personne qu'elle est encore un petit peu au fond d'elle. Cet homme parle d'une chatte.
Oui, tu depuis parles d'une quelques chatte. secondes. Mais La métaphore d'une chatte. en même temps, C'est beau, c'est beau. voilà, c'est un film sur la mer. Et oui, bah c'est ça, c'est-à-dire que ce film, si on le prend de cette interprétation-là, on pourrait le résumer en pénétration. Sylvain pourrait écrire en gros pénétration sur la miniature. C'est vraiment la question de la pénétration dans cette maison, dans ce L'intrusion. vagin. Voilà, l'intrusion, vraiment, c'est du forcing, quoi. C'est presque c'est du viol, en fait, quelque part. Oui. Oui. On la Et force d'ailleurs, à... j'ai cru qu'elle allait se faire violer à un moment. Oui, il y a un peu une scène de viol à un moment, ouais. Mais d'ailleurs, est-ce que tu veux pas revenir tu as parlé de cette fin-là. Si on prend la fin du côté non biblique et plus du côté hallucination, on peut voir tout le long qu'elle va accoucher, qu'à un moment il y a des soldats qui arrivent. Moi je l'ai plus interprété dans le sens que ce seraient Oui, des là, ambulanciers qui arrivent. ça part en projet X, là, c'est la merde. Oui, ce moment Vous projet êtes pas X. prêts. Donc les soldats arrivent, ce seraient les ambulanciers qui viennent la chercher. À un moment, elle voit un docteur dans tout ce bordel qui lui dit poussez, poussez, donc elle serait en train d'accoucher. Et après, elle fait une fausse couche. Et c'est à ce moment-là qu'elle donne son corps à Javier Bardem avant de mourir, peut-être. Et ce moment où c'est assez compliqué. Cette interprétation-là, et moi, on a commencé à penser fortement à cette interprétation-là et mettre de côté le biblique pour un instant. Nous, on part du fait qu'on mêle les deux. Oui. L'un sans l'autre ne va pas parce qu'en fait, il y a ce moment où elle prend ce médicament magique, là. Ce médicament d'ailleurs qui n'existe pas parce que j'ai jamais vu un médicament faire autant des paillettes comme ça. Mais bon. Oui, c'est un médicament qu'elle prend qui est doré, donc qui est déjà sous un petit peu un côté métaphorique et hallucinatoire. Je me demande même si c'est pas lui qui lui donne ce médicament. On sait pas trop ce que c'est ce médicament. Alors, elle le prend et elle n'a plus d'hallucination après. En tout cas, ça la déstresse. On sait pas si c'est des hallucs, si elle est stressée. En tout cas, pour moi, cette interprétation-là, non biblique, est plus intéressante. Ça ressemble à Black Swan, mais il y a des trucs en plus, parce qu'au final, dans Black Swan, c'est Nathalie Portman qui est malade. Mais là, pour moi, c'est Javier Bardem le malade. C'est un film sur Javier Bardem au final. C'est vraiment lui qui est omniscient, omniprésent, et d'ailleurs, même dans le générique, c'est le seul, je crois, hein, faudra vérifier, mais il me semble que c'est le seul rôle qui est écrit avec une majuscule. Il s'appelle Him, et même Mother, qui est le rôle principal, est écrit en minuscule. Ça montre à quel point elle est soumise à lui. Ce personnage, il le dit lui-même, j'ai besoin de toujours plus, et j'ai besoin de vie. Il s'arrêtera jamais, elle mourra, il va continuer à prendre de la vie, il veut de la vie, il va lui aspirer son énergie vitale. Pour son inspiration, pour écrire ses Il lui poèmes. prend tout, il lui prend son enfance, son énergie vitale, il lui prend son amour, donc ce qui est le plus important dans ce film apparemment, parce que même quand on meurt, il y a ce cœur qui reste cristallisé, donc c'est un peu une ode à l'amour aussi, parce que c'est un cristal l'amour dans ce... Moi j'aurais juste un petit défaut que j'avais trouvé dans Requiem for a Dream, bien que je trouve que les deux sont des chefs-d'œuvre, c'est un petit trop par rapport à la façon dont le réalisateur nous attrape par ce stress en fait. Je trouve qu'il y en a un peu trop. Ouais, bah ça part vraiment en couille quoi. Le moment projet X, j'ai trouvé ça un peu C'est-à-dire que trop. si tu mets une personne normale face à tant de bruit, tout ça, son cœur a forcément Toi, tu me parlais accéléré. du jeu de Michel Pfeiffer aussi, tu trouvais un petit peu too much. Oui, il y a certains rôles secondaires qui me semblent un peu... Elle joue quand même très bien. Elle joue très bien, mais qui me semble sur le plan... Après, c'est le problème du réalisateur, c'est pas le problème de l'actrice, on lui a demandé de jouer ça. Qui me semble un peu à côté de la plaque. C'est-à-dire certaines répliques, tout ça qui me semble fausse, c'est un peu à côté de la psychologie du personnage, c'est-à-dire que ça fait faux. Mais c'est quelques répliques, après, je trouve que le reste est excellent. Est-ce qu'on peut juste revenir au fait que moi, j'ai pas ressenti de tristesse ni de joie dans ce film. On a parlé des émotions, Ouais, mais je voulais juste dire, dans la partie spoiler, pourquoi j'ai pas ressenti de tristesse pour cette femme. Pourquoi est-ce que j'ai pas ressenti de tristesse pour cette femme? Parce que tout le long du film, je me suis dit, mais qu'elle est conne. Mais putain, pourquoi elle reste avec lui? Je peux pas compatir pour cette femme parce que déjà on s'attache pas à ce couple, on n'y croit pas une seconde. Ben en fait, là tu rentres dans le problème des pervers narcissiques, c'est-à-dire qu'un pervers narcissique, pourquoi les femmes restent avec? C'est-à-dire qu'en fait elles vivent à travers eux, elles sont un peu maso, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas confiance en elles, elles vivent à travers lui, à travers tout ce qu'elle lui fait subir, mais elle peut pas s'en séparer, c'est-à-dire que c'est malsain en fait, c'est une relation très malsaine d'être avec un pervers narcissique, c'est ça. C'est que... me regardes quand tu dis ça. C'est un pervers narcissique. Help. Non. Help. C'est une vitre invisible. Et la joie, pourquoi je n'ai pas ressenti de joie? Il y a un moment où on pourrait être joyeux. J'adore quand il tue des enfants.
Non. Non, bah, je reconnais que bon, c'est un film We où are the on est world. pas... On pourrait être joyeux au moment où elle est enceinte, tu vois. Au moment où elle Au moment où elle meurt. est enceinte, Non, il n'y a plus d'intrusion dans sa maison, on croit que tout va bien, elle arrête de prendre ses médicaments, elle les jette. Très bonne idée d'ailleurs. Meilleure idée de ta vie. Oui, Jette très tes bonne idée, médicaments. On sait Jennifer, jamais. oui. Allez, Voilà. tous les Imodium, allez, c'est bon, je m'en fous, j'aurai jamais la chiasse. C'est bon, allez. Le cassoulet, je le sens bien. Ça part trop loin. Ah, ça Ça va. part trop loin. Ça va trop loin. Bref, la fin, donc voilà, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est la mort de son enfant pour Jennifer Lawrence. Elle décide à partir de là, donc, de foutre le feu à cette maison, donc de se suicider quelque part. Comment expier les péchés. Voilà. Renouveler Donc le monde. elle retourne dans cette cave qui, pour moi, C'est l'apocalypse. représente ce qu'elle était avant. Une cave d'ailleurs, une cave qui est pleine d'alcool. Elle se réfugie C'est pas là-dedans. encore une référence au fait d'être enceinte. Dans ce film, On est enceinte. qui ressemble à du sang aussi d'ailleurs, voilà, pour la Voilà, fausse couche. il y a aussi ça. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Voilà, et donc elle fout le feu à cette cave. Les recettes pompettes. Et le seul survivant, c'est Javier Bardem. Qui monte encore en divinité, parce que le mec c'est le seul vivant alors que tout le monde est mort. Et il la prend, voilà, comme... il la porte, c'est vraiment une divinité. Il appelle tout le temps ma déesse dans le film aussi. Preuve que ça pourrait être un dieu. Cette fin qui nous fait croire qu'en fait c'est le début du film, mais non. Qui repart sur le début. Elle fout le feu, elle se suicide, elle est cramée, il lui arrache le cœur. Ce cœur redevient le cristal. Son obsession, voilà. Qui est son obsession, voilà, qui lui sert d'inspiration. Et ça recommence. Tout redevient vert, tout redevient lumineux. La maison est reconstruite. Et ça recommence avec une nouvelle femme qui étrangement ressemble à Jennifer Lawrence, qui est une femme plus jeune, fragile. Les cheveux grisonnants. Une proie facile. Tout recommence. Voilà, et c'est en soi que cette fin est ouf. C'est ouf. Je trouve que cette fin est ouf. Donc, Dieu a créé le monde en 7 jours. Et bien, Aronofsky, il aura mis 5 jours à créer ce chef-d'œuvre. Donc, chapeau l'artiste. Est-ce qu'il n'est pas... Est-ce que c'est pas lui le Dieu? Serait-ce Dieu? On vous laisse le temps de la réflexion. Et nous, on va finir notre verre. Et on vous souhaite que du bonheur. À plus. Dans le bus.